franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti, en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, il est défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, c'est terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Il est nécessaire de comprendre les quelques degrés de différence qui existent entre l'aliénation mentale et culturelle inhérente à toute forme de domination coloniale et puis l'asservissement spirituel et l'enchaînement du cerveau intrinsèque à la domination coloniale française. Comme chacun peut le vérifier, afin de pérenniser l'asservissement spirituel parmi ces anciens colonisés, les autorités françaises ont mobilisé les gros moyens dont dispose le pouvoir. Eh bien, pour mettre fin à cette situation d'asservissement, il nous faut mobiliser, nous aussi, tous les moyens à notre portée. On ne le répétera jamais assez. L'enchaînement spirituel des anciens colonisés ne s'est pas fait de manière spontanée. Cet asservissement est le résultat d'un travail pluridisciplinaire, méthodique et minutieusement inscrit dans la très longue durée, puisqu'il doit se pérenniser à tout jamais si possible. C'est pourquoi mettre fin à cet état d'asservissement exige de notre part un plus grand effort dans le travail d'émancipation, car il n'y a pas de renaissance possible pendant que l'esprit demeure enchaîné. 1825, comme nous l'avons déjà signalé, est donc une date importante, parce que c'est le moment où le gouvernement français a enfin réussi à rançonner le peuple haïtien. Dès lors, il y aura des échanges diplomatiques entre les deux pays. Et dans ce cadre, la France a envoyé en Haïti, sous couverture diplomatique, un espion qui a étudié les Haïtiens entre 1825 et 1831. D'autre part, dans l'espoir de bien s'intégrer dans les concerts des nations dites civilisées, le gouvernement haïtien signe avec le Vatican une convention au terme de laquelle les 100 sièges vont envoyer en Haïti des missionnaires et des instructeurs afin de former une élite. Et en effet, à partir de 1860, l'Église entre en Haïti avec un esprit conquérant et avec la volonté de faire table rase. Comme si les Haïtiens ne possédaient et n'avaient jamais eu aucun patrimoine spirituel, culturel ou historique. Le jeune diplomate Gaspard Théodore Mollien, un personnage dont nous allons parler, il avait été déjà initialement envoyé en Afrique, notamment au Sénégal, Gambie, Niger. Sa mission consistait à dire aux autorités françaises comment s'assurer que les Africains anciennement colonisés par la France demeurent à tout jamais enchaînés à la puissance coloniale. Il accomplit sa mission avec brio. Son retour en France est triomphal et il reçoit la croix de la Légion d'honneur en 1819. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très réputé en France. En 1825, donc, Gaspard Théodore Mollien est envoyé en Haïti avec pour mission d'expliquer aux autorités françaises ce qu'il faut faire pour s'assurer que même si en théorie Haïti est indépendante, qu'elle reste néanmoins toujours attachée à la France et que les Haïtiens restent enchaînés.
Molière s'est donc appliqué à étudier le comportement des Haïtiens. Il a étudié la société haïtienne, observé ses failles et contradictions de manière à faire des recommandations au Quai d'Orsay au service des affaires étrangères. Voici les recommandations de Molière dont nous avons soit ignoré, soit sous-estimé les poids déterminants. Les poids déterminants sur l'asservissement mental et spirituel du peuple haïtien et en général des peuples anciennement colonisés. Premièrement, la France doit envoyer en Haïti à la fois des enseignants et des prêtres pour former et instruire une élite haïtienne. Une élite qui, bien évidemment, ne sera pas uniquement blanche, mais dans son âme et conscience, dans sa tête, dans sa cervelle et son esprit, elle sera plus blanche que la neige elle-même. Et c'est juste ce qu'il faut. Deuxièmement, ne jamais rien faire pour contrarier l'élite mulâtre, car les mulâtres sont plus des alliés de la France que des alliés d'Haïti. Et ce sont eux qui vont nous aider à pérenniser le système colonial, même dans une Haïti indépendante, car ils sont plus proches de la France que d'Haïti. Troisièmement, nous devons nous concentrer de manière à modeler l'esprit des Haïtiens pour qu'ils croient qu'ils sont des Français. Contrairement aux Américains, contrairement aux Anglais, qui ne se sont intéressés qu'à faire du commerce avec Haïti, nous devons faire plus que cela. Il faut que les Haïtiens passent de la francophonie à la francophilie et de la francophilie à la francomanie. Cela se fera en leur enseignant la langue, en les portant à aimer cette langue plus que leur propre langue, en les portant à être fiers du fait qu'ils parlent bien cette langue. Il faut qu'ils aiment cette langue jusqu'à la folie, qu'ils deviennent fous de la culture française jusqu'à s'oublier eux-mêmes. Quatrièmement, nous devons formater, conditionner l'esprit des Haïtiens pour qu'ils ne consomment que des produits de la culture française. Cinquièmement, la France doit fonder un journal français en Haïti pour renforcer son influence et faire la promotion de la suprématie de sa culture dans ce pays. Il faut reconnaître à Molière le mérite d'avoir compris déjà en 1831 que pour s'assurer et pérenniser l'enchaînement des esprits, contrôler l'information était aussi nécessaire que contrôler la scolarisation et l'éducation religieuse. C'est ainsi qu'on peut assurer la continuité du paradigme. Molière considère qu'en Haïti, il n'y a pas une société haïtienne, mais des classes qui se battent les unes contre les autres. Des gens qui se trouvent sur le même territoire, mais qui ne forment pas une nation et ont des intérêts aussi divergents qu'il faut continuer à les polariser, à exacerber cette différence. Et voilà un de ces piliers sans lesquels s'écroulerait la construction quasiment parfaite de l'enchaînement spirituel. Molière souligne ceci. Les prêtres qu'on doit envoyer en Haïti doivent venir d'une région particulière de la France. Ces prêtres doivent venir de la Bretagne. Pourquoi de la Bretagne? Parce que les prêtres bretons sont des racistes.
Ils sont des pro-esclavagistes et ils sont royalistes. Donc, ils sont contre la Révolution française qui a déclaré liberté, égalité, fraternité. C'est là que nous devons aller chercher les prêtres qui vont faire la promotion des mêmes préjugés qui ont retrouvé à Saint-Domingue pendant la période coloniale. C'est ainsi que l'école va reproduire les mêmes inégalités, les mêmes polarisations, les mêmes complexes d'infériorité qu'on avait à l'époque coloniale. Donc, rien ne le fait du hasard. L'asservissement des Haïtiens et l'enchaînement de leur esprit est encore aujourd'hui l'effet de la doctrine amolienne. En 1860, suite à la signature du Concordat, les 100 sièges s'entendent avec la France pour l'envoi des prêtres en Haïti. Entre 1860 et 1940, la Société missionnaire française Saint-Jacques a dépêché en Haïti 15 évêques et 850 prêtres. Et de ce nombre, 700 parmi eux furent effectivement bretons. L'histoire d'Haïti était enseignée à l'école par les prêtres et religieux qui apprenaient aux Haïtiens la haine contre Dessalines, le père fondateur de la nation, dont il disait aux élèves qu'il était en train de brûler en enfer. En 1946, le président du Marseille estimé a dû passer un décret pour dire que désormais l'histoire d'Haïti ne peut être enseignée aux Haïtiens que par des Haïtiens dans l'école haïtienne. Ce bon décret arrive assez tardivement lorsque la machine à reproduire les inégalités ainsi que le mépris et la haine de soi a déjà formaté et modelé plusieurs générations d'Haïtiens. Récapitulons donc. En réalité, dans tous les pays anciennement colonisés, la scolarisation a joué un rôle déterminant visant à renforcer et pérenniser le contrôle sur l'esprit des anciens colonisés. Cependant, dans le cas haïtien, le contrôle sur l'école, sur les croyances et sur l'avenir même du pays a été exercé avec une volonté particulièrement prédatrice et revancharde. Car il ne s'agit pas seulement de prolonger le contrôle sur l'esprit des Haïtiens, mais de les faire payer doublement la précocité insolente de la révolution haïtienne. Comme nous l'avons rappelé, suite à son indépendance chèrement acquise, Haïti est confronté à la non-reconnaissance des puissances esclavagistes. Son économie dévastée à cause de la guerre d'extermination voulue par Napoléon a reçu un coup supplémentaire avec la dette de la rançon extorquée par la France en 1825. Le 28 juillet 1915, la République haïtienne, avec la complicité d'au moins une partie de l'élite mulâtre, fut envahie et occupée militairement par les États-Unis d'Amérique. Les troupes d'occupation se sont emparées du contrôle sur la douane. Elles ont fermé le Parlement, mis à sac la production agricole et exproprié les paysans au profit des entreprises des États-Unis. La résistance haïtienne noyée dans le sang, l'occupation nord-américaine s'est prolongée jusqu'au mois d'août 1934, laissant derrière elle un pays dévasté. La politique raciale de l'occupation étant ce qu'elle a toujours été, la polarisation fut exacerbée au profit de l'élite mulâtre.
Le 16 décembre 1990, le peuple haïtien eut pour la première fois la possibilité de participer à une élection présidentielle démocratique et libre. Les Haïtiens se sont rués vers les postes de votation et ont voté massivement pour le candidat de leur choix, Jean-Bertrand Aristide. Après le triomphe de la révolution haïtienne, probablement l'événement le plus heureux vécu par les Haïtiens aurait été la victoire du candidat Aristide. Dès le premier tour, avec 67% de voix exprimées en sa faveur, il a vaincu les candidats des élites, lesquels étaient soutenus par l'ambassade des États-Unis en Haïti. Partout en Haïti, les crève-la-faim, les laissés pour compte, les marginalisés, les exclus de toujours faisaient la fête, participaient à la victoire et partageaient l'optimisme généralisé. Nous pensions qu'enfin, la construction d'une nouvelle Haïti se profilait à l'horizon. Mais le 7 février 1991 eut lieu la prestation de serment du nouveau président Aristide. Hélas, 7 mois plus tard, dans la nuit du 29 au 30 septembre de la même année, le président Aristide est renversé et des milliers d'Haïtiens sont massacrés pour réprimer le peuple qui exigeait le retour de son président. 9 ans plus tard, en décembre 2000, Jean-Bertrand Aristide fut élu pour la 2e fois président de la République. Mais en avril 2003, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture, le président Aristide demanda au gouvernement français et au président Chirac une restitution de la rançon extorquée aux Haïtiens en 1825. Dans la nuit du 28 au 29 février 2004, le président Aristide fut kidnappé par un groupe de mercenaires commandités par les États-Unis, la France et le Canada. Ainsi, au nom d'une communauté internationale réduite en fait à la volonté des puissances commanditaires de l'enlèvement, l'ONU a imposé la présence permanente de ses troupes sur le sol haïtien. Le 12 janvier 2010 est survenu en Haïti un tremblement de terre dévastateur qui aurait fait 200 000 morts environ, plus de 250 000 blessés et 1,5 million de sans-abri. Cette catastrophe humanitaire fut instrumentalisée pour renforcer la tutelle que, au nom de la fameuse communauté internationale, les États-Unis, la France, le Canada font peser sur la République d'Haïti. Ce 14 août dernier de 2021, donc, Haïti a encore été frappé par un tremblement de terre, lequel aurait causé plus de 1300 morts. Chaque fois qu'un malheur s'abat sur Haïti, les prédateurs, avec la complicité des élites locales, profitent pour renforcer leur mainmise dans le pays. En conséquence, cette fois-ci encore, le même scénario risque de se produire encore une fois. À nous d'être attentifs et de voir comment pouvons-nous éviter que les malheurs d'Haïti continuent à être si profitables pour les puissances qui ont toujours fait et agi pour l'écrasement d'Haïti. Merci.
programme numérique Label Mahon, proposé et coordonné par le Cercle du Marronnage, la Coalition 2011 et le Mouvement international pour les réparations, section France.